Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors nous voilà pour la troisième émission des Sentiers du Trail. Je renouvelle ce que j'ai dit la dernière fois. Merci à tous pour vos messages, vos encouragements. Je vais tenter de continuer à m'améliorer. Le thème de l'émission cette fois, c'est un sujet qui m'a pas mal intéressé, d'autant plus que j'avance en âge. La question qu'on va essayer de se poser tous ensemble, c'est de savoir si le trail est un sport sans âge, ou en tout cas savoir jusqu'à quel âge on peut le faire. Avec un premier constat, c'est que sur les courses d'ultra, donc sur des valeurs de plus de 50 km, la moyenne d'engagement des courses, c'est 43 ans. Donc ça déplace un peu le curseur qu'on a sur les sports qui sont habituellement pratiqués. Et puis surtout, on a régulièrement, y compris sur les très longues distances, des Master 5, et on va au-delà, je ne sais même plus jusqu'à combien on va avec les Masters. Mais régulièrement, sur les courses de 100 miles, 160 km, on a des engagés qui ont plus de 70 ans. Alors, je vais vous présenter tout de suite mes invités d'aujourd'hui. Alors, le droit d'Aînesse, Claude Rudeau, bonjour. Bonjour. Je te présente en quelques mots. Tu as 83 ans, tu cours depuis un certain nombre d'années, tu es charentais. Qu'est-ce que tu ajoutes à ce petit portrait si tu devais te présenter ? Bien sûr, ça fait 43 ans que j'ai commencé par ces marathons, ces courses sur route. Et aujourd'hui, bien sûr, je suis sur le marathon de Blaye, mais je fais à peu près tous les trails. Donc, pour ceux qui me connaissent, la diagonale, c'est ça. Et j'irais dire, il n'y a pas trop d'âge. Il n'y a pas trop d'âge. On y reviendra tout à l'heure ? Tout à l'heure. Bon. Magali, bonjour. Toi, bonjour. Tu as 39 ans. Tu es à Angoumoisine, tu t'habites juste à côté. Tu es originaire de Charente-Limousine. Tu pratiques depuis combien de temps la course à pied ? Alors moi, je pratique la course à pied depuis 2014. Auparavant, D'accord. j'ai fait du tennis pendant une vingtaine d'années. Et donc, je me suis mise à la course à pied à partir de 2014, au début sur la route, et puis après est venu le trail. Et Bon. puis, voilà. On le verra avec des résultats intéressants. Ludovic Sorin, 43, 44, 43. On y reviendra tout à l'heure, mais toi, tu es un spécialiste des très longues distances et même un excellent spécialiste. Tu vis à Cognac, je crois que tu travailles chez Martel. C'est bien ça. Je suis ingénieur en maintenance chez Martel depuis 2006. Alors, je suis nantais d'origine. J'ai commencé à courir en 2007. Quand je suis arrivé à Cognac, ça correspond à peu près à la même période. Je ne faisais plus de sport depuis pas mal d'années. Mais j'étais quand même un sportif quand j'étais ado. J'étais gardien de but en football. Bon. On reviendra sur vos parcours à tous les trois tout à l'heure. On va maintenant écouter Audrey Tanguy. Audrey Tanguy, c'est une membre de l'équipe de France de trail. Je l'ai rencontrée il y a quelques jours en Croatie, où je suis allé moi-même courir un 70 km en Istrie, à côté de la mer Adriatique. Audrey Tanguy, qui est une des toutes meilleures athlètes françaises, a terminé deuxième du marathon. C'est pas tout à fait sa spécialité, puis c'est un marathon assez roulant. Et voilà, je l'ai rencontré à l'issue de sa course. On l'écoute et puis on revient sur le plateau après. C'est parti. Audrey Tanguy, tu as 35 ans. Tu fais partie du team Oka. Tu es également dans l'équipe de France de trail. Tu es par ailleurs professeur d'éducation physique en Savoie, on en reparlera. On est ici à Umag en Croatie. Tu viens de courir le marathon. Alors pourquoi est-ce que dans ta saison qui avait débuté par une victoire au Ventoux, tu es venu ici ? J'avais envie de faire une autre course UTMB parce que c'est la règle de faire une course normalement UTMB pour pouvoir faire les finales qui sont fin août. Je me suis inscrite, je ne savais pas encore, moi j'ai participé au tirage au sort finalement en janvier et je ne savais pas si j'allais tirer au sort ou pas. Donc je ne savais pas quelle distance j'allais décider de faire ici finalement à Umag.
Comme j'ai été tirée au sort, j'avais pas besoin de faire une course qualificative pour l'UTMB. Donc vu que j'étais déjà inscrite, j'avais prévu de venir, que c'est pendant les vacances scolaires, on a décidé de partir un peu en vacances. Et j'ai pris une distance qui allait bien dans mon programme de l'année, pas faire trop long, parce que là j'ai encore des petites compétitions sympas, avec notamment une en duo avec Marion de l'Espierre dans 15 jours. Donc voilà, je voulais pas faire trop long et ça collait bien. Comment s'est déroulée la course? Il y avait quelqu'un, il y avait une coureuse devant qui est une spécialiste de marathon et le profil très plat de la course en réalité fait que c'était compliqué de la suivre. Eleanor Davis, en fait, je la connaissais déjà parce que je l'ai rencontrée au championnat d'Europe l'année dernière. On était 4 coureuses arrivées en 1 minute au championnat d'Europe. Elle est arrivée 4e et je suis arrivée 8e. Donc j'étais la dernière de la minute, elle était la première. Et donc j'avais couru avec elle déjà et je l'avais vue sur les parties roulantes. J'avais vu qu'elle était bien plus efficace que moi sur les parties roulantes et en descente. Et j'avais regardé après effectivement ce qu'elle avait fait et j'avais vu 2,33 marathon. Donc je m'étais dit bon ok, donc là ça va être très compliqué. Je le savais que j'allais arriver derrière elle. Après les autres par contre je les connaissais pas et je savais pas trop ce que j'allais faire quoi. Je m'étais dit bon je vais faire ce que je peux quoi. Et c'était super parce qu'on s'est battu jusqu'à la fin avec Emily Schmidt du coup qui est chez Oka et qui est américaine, donc elle aussi qui est habituée au parcours plutôt roulant et qui est efficace sur ce genre de parcours. Donc j'avais peur de me faire battre parce en fait je l'ai vue à la fin, la dernière partie c'est là où c'est tout plat donc, donc j'ai dû vraiment m'arracher, donc j'aime bien finir comme ça parce que je sais que j'ai tout donné et voilà. Tu le disais, ta saison, donc là c'est quoi avec Marion Delespierre C'est la One and One que j'ai déjà fait en duo avec Katie Child parce que c'est elle qui l'organise avec Germain et du coup là je la fais avec Marion. Ok, c'est quand? C'est dans 15 jours. D'accord, donc dans 15 jours, on se situe pour les auditeurs. Alors là, on est le 15 avril, donc c'est le premier week-end de mai, je pense. D'accord, ouais, ok. Ton calendrier de l'année, du coup, il est aujourd'hui défini? À peu près. Il reste la toute fin d'année. Ouais, mes 2 gros objectifs, de toute façon, sont clairs. C'est les mondiaux en début juin et la CCC fin août. CCC. Ouais. D'accord, c'est un format que tu n'as pas fait dans... J'ai pas fait à l'UTMB, non. Non. J'ai pas fait, non. Tu as 2 victoires à la TDS, tu as des performances sur les... Mais j'ai fait 2 abandons à l'UTMB. Bon. Et du coup, là, j'ai envie de voir la fin et la ligne d'arrivée. Un abandon sur l'UTMB à chaque fois. C'est quoi? C'est que la distance pour toi est... C'est beaucoup de choses en fait. La distance, je pense, le 100 miles, comme beaucoup de filles, en fait, c'est pas une distance qui nous convient. À part Courtenay, que je sais qui est meilleure sur 100 miles, les autres filles avec lesquelles je discute, c'est pas une distance qui nous va. Donc on y va parce que c'est des courses qui nous font rêver, mais moi, clairement, un 100 miles, pour moi, c'est vraiment difficile mentalement et physiquement. Au prix de le payer. Camille Bruyas, par exemple, qui s'accroche pour terminer deuxième et qui passe un an derrière à pas pouvoir courir. Ouais. Et puis moi, c'est souvent beaucoup de souffrance à la fin et ça laisse quand même des traces mentalement. Donc j'ai un peu peur à chaque fois que je vais sur un 100 miles, c'est assez dur, quoi. Tes ambitions sur les championnats du monde? De gagner par équipe. Okay. Moi, j'y vais toujours en équipe. Tu as déjà un titre par équipe? On a déjà un titre par équipe et j'aimerais qu'on le garde parce qu'en plus, on a la chance d'avoir la championne du monde de notre équipe. Donc on part avec un avantage. Tu te rappelles où c'est cette année? C'est à Innsbruck. À Innsbruck, en Autriche. Ouais. Une dernière question. Donc, tu as un statut de professeur remplaçant. Tu es titulaire mais remplaçant, c'est ça? C'est ça. Professeur de PS en Savoie. Ce qui t'oblige aujourd'hui à composer avec un double emploi du temps, celui de sportive et puis d'enseignante. Comment tu fais pour gérer tout ça? En fait, c'est pas évident et surtout mentalement parce que c'est difficile. Je peux changer d'emploi du temps assez facilement. Là, j'ai eu de la chance depuis 1 an et demi. Je suis sur le même poste à Beaufort, donc ça va. J'ai pas eu à changer tout le temps. Voilà, capitale de François Daen et Jim Wamsley. Et du coup, là, c'est plutôt confortable, mais l'année prochaine, je sais pas encore où je vais être. Alors, c'est pas simple parce il y a tout à changer. Après, quand je change d'établissement, je change d'emploi du temps, je change d'élèves, je change d'installation. Est-ce que tu as un statut de sportif de haut niveau? Oui, je suis sur les listes élites en plus, parce que championne du monde par équipe, c'est comme être championne du monde individuelle. Et donc, c'est le plus haut niveau des listes de haut niveau. Et malgré ça, aujourd'hui, là, je suis en train de voir du coup avec la Fédération française d'athlétisme. On s'y est pris un petit peu tard, donc je sais pas si ça va marcher pour cette année, mais essayer de voir s'il est possible d'avoir un poste fixe, qui serait vraiment bien pour moi. Et puis éventuellement d'avoir des allègements au niveau du temps de travail qui seraient quand même payés plein temps, ce qui n'est pas sûr. Mais oui, parce que ça sera ma dernière question, mais quand il y a les vacances scolaires,
ça passe, mais en dehors des vacances Oui. scolaires, c'est... C'est compliqué. Alors avant, quand j'étais sur les listes collectifs nationaux, il fallait que je rattrape mes heures. Donc voilà, je D'accord. rattrapais mes heures. Là, maintenant que je suis sur les listes élites, a priori, c'est bon. Je peux partir sans avoir de retenue sur salaire. Mais bon, je le fais pas trop parce que je sais que les élèves n'ont pas de prof. Donc non, c'est pas évident. Après, c'est bon. Il y a plein de cas comme le mien dans le sport qui sont pas faciles, et puis bien plus compliqués que le mien. Mais oui, il faut composer avec tout ça, ouais. Bon, merci beaucoup et belle année. Alors. Merci beaucoup. Nous voilà de retour. Claude, je reviens vers toi. Donc, je le disais, tu as 83 ans aujourd'hui, mais est-ce que tu peux nous rappeler quand tu as commencé à courir et qu'est-ce qui a déclenché le début de la course à pied pour toi ? Bien, ce qui m'a déclenché ça, ce sont mes enfants que j'emmenais en athlétisme. Je les regardais courir étant appuyé aux barrières. J'avais un peu de poids quand même. Hein. Et un entraîneur qui entraînait ma fille me dit « Mais pourquoi tu ne trottes pas un petit peu ?» J'ai commencé. Le niveau n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Après peut-être 1 an d'entraînement, j'avais 40 ans. Tu avais 40 ans. Je me battais avec pas les hommes de devant, mais presque. Voilà. Mais j'en bavais un petit peu à l'entraînement. Hein. Je me souviens, ça se passait à Saint-Eutrope. Mon premier, c'était un 25 km. Et j'avais dû faire 7 ou 8e de la course à cette époque-là. Aujourd'hui, avec des garçons comme vous, même si j'avais 40 ans, je serais loin derrière. Voilà. Le niveau a monté. Voilà, ça m'a emmené. Et j'ai continué, ça m'a fait énormément de bien. On y reviendra tout à l'heure. Magali, toi, donc, tu le disais tout à l'heure, ça fait un peu plus de 10 ans que tu cours ? Oui, c'est ça, j'ai commencé en 2014. Alors, comment a évolué ta pratique ? Comment aujourd'hui tu t'entraînes ? Et puis, du coup, comment tu choisis aussi les formats vers lesquels tu t'orientes aujourd'hui ? Alors c'est vrai que les premières années, voilà, jusque 2018-2019 a été des grosses années où j'ai fait beaucoup de courses en fait. Et maintenant sur route sur route, trail aussi. Okay. Voilà, il y avait le challenge trail de Charente que je faisais, et puis les courses à côté. Donc c'est vrai que en 2018, j'ai eu un record de nombre de courses, je crois, 38 ou quelque chose comme ça sur l'année. Donc ça faisait... Bon, ça fait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Et après, il y a eu la Covid. Donc ma pratique a évolué en faisant moins de courses. En fait, courir moins pour courir mieux. Et faire évoluer, choisir mes courses. Voilà, des courses qui peuvent être plus importantes, mais moins dans l'année. En distance. En distance. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tous les deux, vous revenez de la course qui était support des championnats régionaux, je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Magali, je crois que tu t'es très bien comportée. Oui. Alors du coup, tu n'es pas encore master. Alors, je suis master 0. Donc, master 0, okay. C'est de 35 à 39 ans. Ok. Voilà. Donc, dans la dernière année de master 0. Du coup, dans ta catégorie, au championnat régional ? Alors, au championnat régional, parce que ce qu'il faut être pour être récipiendaire aux championnats régionaux, il faut avoir une licence compétition de la fédération. Okay. Donc, on le rappelle, je fais une parenthèse, mais il y a énormément de gens qui s'entraînent sur les trails qui ne sont pas licenciés. Voilà, qui ne sont pas licenciés à la fédération. Mais c'est un sport où je ne connais pas la proportion, mais je pense qu'il y a 15-20% simplement de licenciés. Oui. Donc, les filles qui ont terminé devant moi, je ne sais pas si elles sont licenciées, mais dans ma catégorie, je suis normalement 2e de master 0. C'était où c'est le trail des Monnaies d'hier, donc c'était à Buja en Corrèze. D'accord. Ludovic, toi donc, on l'a dit, tu as 43 ans. Mm-hmm. Comment tu es venu à la course à pied ? Et on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais aujourd'hui, tu t'alignes même sur des très, très longues distances. Comment ça a évolué ? Comment tu as commencé ? Comment tu as fait évoluer ta pratique ? Alors, c'est lié à mon arrivée en fait en Charente, où je me stabilisais un petit peu après quelques années passées à l'étranger. Où je ne pratiquais plus de sport du tout, comme je l'ai déjà évoqué. Et en Charente, je me suis rendu compte qu'il y avait plein
de gens autour de moi, des collègues de travail qui avaient un passif sportif qui était simplement énorme. On m'a rapidement présenté Patrick Johannes. Là, j'avais des yeux qui... On le rappelle, un clignotaient. champion de France. Alors, je vais Donc dire une 2 bêtise, fois champion de 83, France en 84. 84 et 85, il me 84 semble, avec un et record 85. de 2h12. Donc Ouais. c'est... Et il court toujours, hein, on le croise régulièrement le week-end. Et c'est un très bon ami d'ailleurs. Et donc, ça impressionne. Et j'ai ressenti en fait le besoin de me dépenser, de devoir faire un sport. Ça me manquait. Et la course à pied, c'était facile. C'était un moyen après une journée de travail, on enfile les baskets et on va courir. Alors au début, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. C'était aussi pour moi une occasion de découvrir le coin, les bords de la Charente. Donc, j'ai toujours aimé la nature et donc c'était un moyen pour moi de découvrir les environs. Et puis, c'est un collègue de travail qui m'a dit « Allez, tu cours régulièrement, viens ». Il y a le 10 km de Ronces-les-Bains, ça a été ma première Quelle année ? course. C'était en 2007. D'accord. Ouais. Et là, j'ai découvert un monde. Donc, ça s'est gagné ce jour-là en 30 ou 31 minutes. Et puis, c'est là où je me suis dit, mais le record du monde, il est à combien ? Parce que c'est des temps qui sont complètement stratosphériques. Et j'étais vraiment loin d'imaginer tout ça, en fait. Donc, je découvrais le monde de la course à pied. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné. Donc, un deuxième dossard, un troisième. Ouais. Rapidement, je me suis dirigé vers les courses locales. Donc, le trail se développait en Charente. Donc, j'ai découvert le trail à ce moment-là. Et rapidement, je me suis orienté vers des formats 25-30 km. Okay. Je me sentais bien sur du long. Donc, voilà. Bon, on l'abordera tout à l'heure, mais tu dis que tu as découvert un monde, mais tu as aussi découvert le monde grâce à la course à pied. On reviendra sur notamment les projets et sur certaines des courses que tu as. Claude, je reviens à toi. Donc tu as commencé à 40 ans, tu l'as dit, tu as assez vite, tu es allé sur des distances assez longues, des marathons. Alors, je vais quand même le rappeler ici, des marathons, tu en as fait plus de 50 aujourd'hui. Je ne sais pas. Voilà. Oui, j'en ai plus de 50, oui. Les trails aussi, la Diagonale des Fous, qui est un petit peu la course, en tout cas l'ultra, qui est le plus identifié dans le paysage et qui existe depuis très longtemps. Tu as dû le terminer 7 fois. Comment, toi, tu as fait évoluer un peu ta pratique au fil du temps ? Est-ce que la course à pied, c'est devenu pour toi un moyen d'être en bonne santé, de découvrir le monde, parce que tu as aussi traversé les déserts. Oui, ça, professionnellement, j'en reviens à ce que tu disais. Professionnellement, quand j'avais une bonne réunion, j'habite Serres, je prenais mon short, ma femme m'amenait mes affaires et j'allais au travail à pied. Et après une bonne réunion, je revenais le soir à pied, comme ça, je décompressais de tout ce que j'avais fait dans la journée. La course à pied, c'est quelque chose, c'est à la portée de tout le monde, et à ce niveau-là, c'était quelque chose. Et alors après, bien sûr, je me suis retrouvé face à des copains qui, faut que tu viennes avec nous faire des compétitions. Je suis allé une fois, 2 fois, j'ai fait après mon premier 100 km, je me souviens, en Charente-Maritime, Saint-Pierre-d'Amélie. Après, j'ai fait quelques fois Belvès, Millau, Toroute, en Vendée, je ne sais pas lequel. Voilà. Je me suis fait énormément plaisir sur cette course à pied. Ça m'a bien équilibré. Ouais. Je vais rappeler une petite anecdote parce que j'y étais. Ta dernière Diagonale des Fous, tu l'avais même décrit à la fin en disant qu'il y a un moment où tu as senti que... Je crois que tu as eu un problème cardiaque à un moment donné, voilà. Ce qui ne t'a pas empêché de reprendre ensuite. Tout à fait. Et donc, si j'en reviens, je suis cardiaque, hein, j'ai une coronaire de fermée, tout ça. Tous les vaisseaux grâce au sport, sont bien dilatés. Et j'aurais jamais fait, si j'avais pas eu ce problème cardiaque, j'aurais jamais fait la Diagonale des Fous. Parce que ça a été une vengeance personnelle pour moi. J'ouvre un jour une revue, je vois cette course. On m'avait défendu à Bordeaux de faire de la montagne, de faire ça, d'aller au soleil. Après l'opération.
J'ai pas eu d'opération parce que les vaisseaux sont bien dilatés à côté. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais fumé, pas trop touché à l'alcool. Voilà, ça m'a bien arrangé. Et donc je suis parti. Et alors, à un moment, dans la dernière fois, dans la Diagonale des Fous, pour ceux qui connaissent, dans Dodane, tu connais, j'ai failli rester. J'ai failli rester. La tension a été descendue à 7. Ils m'ont enlevé mon dossard. Les sueurs, les mains, tout ça. Une heure après, on m'avait branché de partout. Une heure après, la tension était revenue, le rythme cardiaque était comme il faut, et j'ai pu repartir. Et tu as pu repartir. J'ai pu repartir. Magali, je reviens à toi. Alors, on l'a évoqué rapidement, mais tu as gagné quand même un certain nombre de courses ici en Charente, sur des formats différents. Est-ce que dans ta pratique, il y a des choses que tu as ajoutées? Alors, je pense notamment pour la prévention des blessures, à la préparation physique. Est-ce que ça fait partie aujourd'hui de la trousse à outils que tu as ou Oui, effectivement, j'ai ajouté de la préparation physique. Voilà, j'ai découvert ce domaine-là quand je me suis préparée pour mon premier marathon à La Rochelle en 2018. Et par l'intermédiaire d'une copine qu'on connaît tous dans le monde de la course à pied, Sandrine Delestre, voilà, qui faisait aussi le marathon de La Rochelle et qui se préparait avec Nicolas Gendry, qui est coach en préparation physique. Donc, je me suis rapprochée de Nicolas pour qui m'aide à préparer ce marathon, qui s'est très bien passé. Et l'après-marathon s'est très, très bien passé aussi. Voilà, j'ai pas eu de blessures suite à cette course. Et en fait, après, en faisant des épreuves plus importantes en distance et en dénivelé, voilà, j'ai eu pas mal de tendinites au niveau du tibia antérieur, des tendons releveurs au niveau du pied, et le syndrome de l'essuie-glace que beaucoup de coureurs connaissent aussi. Et en fait, en étant assidu à la préparation physique, et ces douleurs-là et ces blessures-là sont minimes et voilà, ont beaucoup diminué. On l'avait évoqué dans une précédente émission, la deuxième, mais la préparation physique est une composante essentielle. Alors, Ludovic, évidemment, toi, tu as récemment performé sur une course de plus de 200 km dans les Pyrénées. Tu termines 5e sur le GRP. Alors 5e sur le GRP l'an passé, oui, Ouais. sur le format 100 miles. L'année précédente, 5e également sur 220, 230, on ne sait pas trop. Toi, 220. tu te prépares essentiellement, alors à Cognac, je crois que tu as une petite montée là, que tu fais régulièrement, mais tu vas aussi dans les Pyrénées. Comment tu te prépares pour des distances aussi longues? Alors, moi, je m'entraîne plus trop comme avant, hein. J'ai quand même un mode de fonctionnement qui est différent maintenant, simplement parce que c'est de l'envie. Je cours un peu à l'instinct. J'ai pas envie de me faire mal sur des séances. Alors, il faut se faire mal, mais j'ai envie de prendre du plaisir. Et je pense que lorsqu'on se dirige vers des longues distances, très longues distances même, on peut le dire, quand on atteint 200 km, voilà, il y a ces notions de fractionner, tout ça, elles n'ont plus vraiment de sens. Et en 2017, je me suis retrouvé à partir dans les Pyrénées, comme ça. Je m'étais fait plein d'itinéraires, donc je partais à la carte. Il y avait une super belle météo et je voulais faire des ascensions. Et à mon retour, je me suis senti super bien. Et là, je me suis dit, mais je fais des séances de fractionner en côte à Javrezac, là, la côte de Javrezac. Ça m'apporte, certes, mais là, un week-end de 2 jours où j'ai pris un plaisir énorme, j'ai vu les marmottes, les isards et tout ça, et ça m'apporte beaucoup plus. C'est beaucoup plus bénéfique. Donc ça m'a amené, en fait, à dire, bah voilà, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Hein. Donc on n'a pas les montagnes à 10 km, donc on ne peut pas y être tout le temps. Mais dès que j'ai une opportunité, l'été, voilà, il y a... un petit week-end bloc, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Et du coup, le fractionné, j'ai plus envie d'en faire. Je n'en fais plus. J'en ai peut-être trop fait, mais j'ai plus envie d'en faire.
Et je cours à l'instinct et je me fais des belles séances quand même, mais plutôt en mode fartlek, aux sensations. Il y a des jours, je me sens pas très bien, je fais mon petit footing tranquille. Il y a des jours, je me sens en canne, et je vais accélérer dans les côtes, je vais faire un petit peu plus, voilà. Ok. À l'instinct. Bon, le trail, notre sport, est aussi un vrai véhicule de découverte. Alors, tu le disais, à l'entraînement, par les courses aussi, mais c'est sûr que c'est aussi le plaisir simplement de se promener, de découvrir des territoires nouveaux. Claude, je reviens à toi, tu continues à t'entraîner régulièrement. Tu t'entraînes chaque semaine. Combien tu fais de sorties aujourd'hui ? tous les 2 jours. Tous les 2 jours, c'est-à-dire la semaine actuellement, là, je prépare ce marathon. Je suis à 110 km la semaine en m'amusant, c'est-à-dire le matin, je pars faire un footing. Non, mais il faut que ça soit du plaisir. Ouais. Avant, je tournais à 15 à l'heure, maintenant je tourne à 8 à l'heure. Avant, je m'entraînais à fond, maintenant, je m'entraîne tranquille, je suis dans la nature, que du bonheur, que du plaisir. C'est vrai, j'ai plus d'ambition. J'ai plus d'ambition, simplement de pouvoir courir pour ma santé et le plaisir et de faire de plus en plus de trail parce que je découvre de plus en plus cette nature. Quand on est sur route et quand on est à 15 à l'heure, on ne découvre rien du tout. C'est sûr. Tandis que quand on donne de temps au temps, et je suis bien d'accord avec toi, c'est un plaisir, il faut que ça reste, arrive un moment, un plaisir. Et moi aussi, ça m'arrive, le jour où ça passe pas, je rentre en dedans et je fais un petit footing. Le jour où ça passe, je le fais un peu plus vite. Voilà. Il faut que ça reste un plaisir. Et les trails, c'est quelque chose où ça mûrit vraiment cette musculation. On est vraiment, vraiment bien. Il faut faire attention où on pose les pieds, il faut être attentif. On écoute la nature, on regarde à droite, à gauche. C'est un plaisir. Est-ce que tu es suivi par un médecin régulièrement ou est-ce que tu le vois une fois par an et puis... Non. J'ai la chance d'être suivi et resuivi. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'avec ce que j'ai, 83 ans, avec tout ce qu'on m'avait interdit, je l'ai toujours fait. Donc ça intéresse un petit peu la médecine. D'accord. Voilà. Ça l'intéresse et je les comprends. J'ai un traitement que je prends de ce qu'on me donne et ça me va très très bien. Bon. Magali, comment tu te projettes dans les années qui viennent ? Est-ce que tu as envie d'allonger les distances ? Est-ce que tu verras comment les choses évoluent ? C'est quoi tes envies des prochaines années ? Je ne me projette pas vraiment parce que c'est comme Ludo et Claude le disent, hein, c'est l'envie, on court à l'envie sur le moment. Alors me projeter vers des distances plus longues, je dirais j'ai déjà fait le 80 km du GRP. Ouais. J'ai tenté l'année dernière, c'était la canicule 110 de l'UTPMA au Aurillac, sur lequel j'ai abandonné. Mais ça, c'est un projet, j'ai envie de le refaire pour aller jusqu'au bout, mais j'irai pas sur des distances au-delà de 80 km. Je sens que ma limite est là. Donc après, ce sera peut-être plus sur un format 50, 60, 80, ou après dépasser les 100 km, mais en course par étapes. Ok. Je repose la question, est-ce que toi, tu as fait des tests d'effort ou est-ce que tu n'en es pas là jusque-là ? Je sais que tous les coureurs ne le font pas, c'est conseillé. Parfois, des médecins, avant de délivrer le certificat médical, le demandent, mais je ne sais pas, toi, si tu l'as déjà fait. Jusque-là, non, j'en ai pas eu, mais là, j'ai dû faire un certificat médical et mon médecin m'en a prescrit un, donc ce sera mon premier. Bon. On verra. C'est l'âge, on approche 40 ans. Ludovic, donc, tu as déjà parcouru de très longues distances. Tu vas t'engager, alors c'est au mois de septembre ? C'est au mois de septembre, c'est ça. Au mois de septembre, au Tour des Géants, donc là c'est 330 km. C'est ça. Donc voilà, c'est... alors, la préparation que tu engages là pour... j'appelle ça un chantier, hein, mais c'en est véritablement un. Il y a plus de 20 000 mètres de dénivelé positif. C'est une course qui dure 80-90 heures. Comment tu te prépares ? Parce que ça va occuper ton esprit pendant un moment. Ouais, alors... Tu le dis, hein, c'est mental, la préparation elle est mentale. En fait, ça commence à partir du moment où on y pense, on se dit tiens, le Tour des Géants, c'est une course, j'ai envie de la faire. C'est qu'on est prêt, voilà. Je pense. C'est qu'on est prêt.
parce que là, on est au-delà de l'athlétisation, c'est tout dans la tête. Et pourquoi on est prêt? Parce que j'ai baroudé un petit peu, entre guillemets, hein, j'en suis pas à mon coup d'essai. C'est très sage ce que vient de dire Magali, il faut y aller par étapes. Ouais. On commence par un 80, on confirme sur un autre 80, on fait un petit peu plus, et puis si on n'y prend pas goût, ça sert à rien d'insister. Et si on y prend du plaisir et que ça se passe bien, après en fait ça s'installe comme une suite logique dans la tête. Hein, et donc un petit peu après le 220 km en 2021 sur le GRP, là j'ai eu envie de faire le Thor. Le Thor, ça m'est venu à l'esprit et je ne souhaitais pas le faire tout de suite. Hein. Il y a un petit cheminement quand même qui était nécessaire. 2022, c'était pas l'année, donc je me suis projeté tout de suite en 2023. D'accord. Et à partir du moment où on s'inscrit, c'est qu'on est prêt. Alors après, il y a une préparation athlétique, bien sûr. Donc là, je ne vais pas changer grand-chose dans mes habitudes. Ça passe inévitablement par des blocs montagnes. Ça ne sert à rien de faire des côtes à Javrezac. Et puis surtout, moi j'aime bien. Alors ça convient peut-être pas forcément à tout le monde, mais moi, je suis un calculateur, donc j'ai besoin de préparer ma logistique de course. D'imaginer en fait qu'est-ce qui m'attend, quel matériel je dois emmener avec moi, quel matériel dans le sac, qu'est-ce que je dois récupérer sur les bases de vie, qu'est-ce qu'il va y avoir à manger sur les ravitaux, comment ça s'organise tout ça. J'ai besoin de me projeter. Et en fait, j'étudie ça par le biais de récits, vidéos. On a de plus en plus de vidéos de courses sur YouTube. Alors ça peut paraître un petit peu ringard parfois, mais en fait c'est hyper utile. Ça permet de voir que tiens, il peut neiger, il peut faire très chaud. C'est des partages d'expériences qui sont très utiles. Ça peut être des récits, mais il y a pas mal de vidéos qui sont effectivement très inspirantes. Bon, en tout cas, merci à tous les trois. Claude, j'ai une petite question à te poser qu'un auditeur, qu'un internaute nous a soumis. Je crois que tu le connais, il s'appelle Éric Laurent, il a 52 ans. Alors Éric a eu des petits soucis ces derniers temps, et la question qu'il voulait te poser, c'était de savoir jusqu'à quand il allait pouvoir courir. Est-ce qu'on lui dit qu'il a 30 ans devant lui ou pas ? Oui, je connais bien Eric. Faut qu'il donne le temps au temps. Faut qu'il donne le temps au temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est blessé. Il n'y a pas d'âge. J'ai pas d'âge. Ça m'est arrivé d'être blessé. J'ai rétrogradé, j'ai laissé passer les douleurs. Et je suis reparti. Et c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il se repose et qu'il reparte. Faut pas croire qu'on a tous des douleurs des moments. Hein. Faut pas croire. C'est tout. Moi, j'ai eu des douleurs. J'ai aucune douleur au niveau articulation. C'est une chance. C'est une chance. Mais Eric, je pense, faut qu'il se repose. Se repose parce qu'il en a fait pas mal. Il en a fait pas mal. Il en a fait pas mal. Et ça ne me surprend pas qu'il soit blessé. Ça ne me surprend pas. Je vais l'appeler d'ailleurs, parce que ça ne me surprend pas qu'il soit blessé. Parce que bon, faut faire attention à la monture. La monture, moi, c'est une exception. Hein. Ce que j'ai, c'est... Voilà, j'ai rien, pas... Mais tout le monde n'est pas comme ça, et voilà. Il faut donner le temps au temps. Moi, je ne brûle pas les étapes. Moi, je brûle pas les étapes. On me dit, tu as réussi la Diagonale des Fous. Oui, j'ai réussi, mais j'ai préparé. Et on ne part pas dans une grande compétition. Tu étais en train de le dire tout à l'heure. Il faut que tu l'aies dans la tête. J'ai fait la Corse, j'ai fait le Mont Blanc. Avant, je rentrais là-dedans, et après, je faisais. Mais si tu ne l'as pas mis pour savoir ce qui t'attend et ce que tu vas faire, c'est pas la peine de y aller. C'est la blessure au bout. Bon. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup sur ces sages paroles. Tu disais pas brûler les étapes. Il y en a qui brûlent actuellement sur les étapes. C'est ceux qui participent au Marathon des Sables. Alors, je sais que tu connais bien le désert. Et c'est actuellement... Alors, le calendrier fait qu'ils sont aujourd'hui sur une période très chaude. Et c'est un peu une hécatombe. Mais bon... Oui. Alors, je vais vous surprendre. Le Marathon des Sables, chez moi, ne veulent pas que je le fasse. Je souhaitais le faire.
ce marathon des sables, même dans l'avenir, là. Je sais qu'ils sont dedans, là. Et j'ai dit, putain, il faut que je fasse. J'ai jamais fait le marathon des sables. J'ai connu toutes ces pistes, je les ai pratiquées. Le marathon des sables, si on est bien entraîné, si on l'a physiquement, moralement, tout, il est faisable. Il ne faut pas brûler aussi les étapes là-dedans. On marche beaucoup, il marche beaucoup, Oui. à part les premiers. Absolument. À part les premiers. Donc, c'est dans mes possibilités de marcher, même dans le sable, à 4 ou 5 à l'heure. C'est... Bah, écoute, prochain défi peut-être. Oui, mais bon, Prochain défi. il y a du monde à la maison, parce ouais. que arriver à mon âge, il faut que la famille joue le jeu aussi. Hein, parce que quand ça m'arrivait de partir pendant un mois, il fallait que les autres acceptent à la maison. Hein. Alors, c'est comme cette émission n'est pas un ultra, on va devoir se quitter. Merci infiniment à tous les trois. Oui. Je fais un petit clin d'œil parce que je viens, moi, tout juste avec mon frère et Aurélien, de terminer un autre ultra, l'écriture d'un livre qui s'appelle Grand Trail, qui est on voit l'image là, qui est la suite d'un premier livre qu'on avait fait en 2015. Ouais. Et voilà, je remercie aussi beaucoup les Charentais, parce qu'on a un financement participatif qui arrive à son terme et qui nous permet de porter ce projet qui pèsera 2 kilos, 350 pages, 500 photos et quasiment 10 ans de travail. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions donc sur mon adresse email qui peut apparaître maintenant. Voilà, et on tâchera d'y répondre la prochaine fois. La prochaine émission sera enregistrée aux alentours de mi-mai. Merci à tous les trois. Merci Frédéric.